Bienvenue dans ce nouveau webinaire Patrimoine 24 qui aura pour thème l'investissement dans les infrastructures. En 2017, le rapport Global Infrastructure Outlook du cabinet Oxford Economics quantifiait déjà les besoins de financement dans les infrastructures à 98 000 milliards de dollars d'ici 2040, signe que la thématique n'a pas attendu la crise sanitaire pour devenir un enjeu majeur de nos économies contemporaines. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, la crise sanitaire a rapidement incité les responsables politiques occidentaux à mettre sur la table des plans de relance budgétaires ambitieux. Alors, d'une pierre deux coups, ces plans de relance feront notamment sur le vieux continent la part belle aux investissements dans les infrastructures, et notamment celles liées à la transition énergétique. Comment cette volonté politique affirmée peut-elle se traduire en termes d'opportunités d'investissement? Comment s'intègre-t-elle dans la prise en compte des critères ESG? Quel impact le Covid a-t-il eu et peut-il encore avoir sur cette thématique? Nous tenterons de répondre à ces différentes questions avec nos intervenants à la faveur de leurs différentes expertises. Alors aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir des intervenants issus de trois maisons prestigieuses. Donc Thomas Chaussier pour Morgan Stanley. Thomas est le directeur commercial pour la France de Morgan Stanley Investment Management et responsable de la succursale parisienne de Morgan Stanley Fund Management. Voilà. Il a rejoint Morgan Stanley en 2002 et possède plus de 21 années d'expérience dans le domaine de la gestion d'actifs pour compte de tiers et dont la majeure partie en vente et en distribution. Avant de rejoindre Morgan Stanley, Thomas a travaillé au sein de l'équipe de vente institutionnelle de Dexia Asset Management, devenue Candriam, dans l'équipe de trading obligataire du Crédit Lyonnais, et il a débuté sa carrière professionnelle chez Microsoft. Thomas est diplômé de l'Aston Business School au Royaume-Uni et de l'EDEC en France. Thomas, bonjour. Bonjour. Harold de Dotteville, donc, qui pour la maison DWS. À sa sortie de Dauphine, Harold commence sa carrière dans le secteur des infrastructures à la Lyonnaise des Eaux. Il y a passé 10 ans dans des fonctions corporate et développement, puis en tant que directeur financier de leur filiale d'ingénierie des traitements des eaux au Royaume-Uni. Il a par la suite rejoint le fonds infrastructure de DWS, au sein duquel il est aujourd'hui responsable de la plateforme en Europe. Harold, bonjour. Bonjour. Et puis enfin, Gilles Langaigne, qui est associé fondateur de Generali Global Infrastructure et co-dirige l'activité d'investissement de la société. Gilles a plus de 18 ans d'expérience dans le financement d'infrastructures en banque d'investissement et pour le compte de leaders mondiaux de l'asset management. Il a consacré ces 10 dernières années au développement de plateformes d'investissement en infra pour une clientèle d'investisseurs institutionnels et a notamment cofondé l'activité d'investissement en dette d'infrastructure de BlackRock en Europe, avant de lancer GGI en 2018. Gilles est diplômé d'un master en ingénierie financière de l'EM Lyon. Gilles, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc on va attaquer ce webinaire, mais en préambule, il me semblait intéressant peut-être pour Harold de nous faire un petit point pour définir réellement ce que l'on entend lorsque l'on parle d'infrastructure et plus concrètement de quelle typologie d'actifs on parle lorsqu'on finance de l'infrastructure. Merci Guillaume. Peut-être je vais faire un retour en arrière sur cette classe d'actifs puisqu'elle a été présentée aux investisseurs en Europe à partir de 2005-2006, assez largement. Et ce qui était vendu comme opportunité à l'époque, c'était l'opportunité d'investir dans des actifs réels. Et qui permettait pour un investisseur dans sa construction de portefeuille d'investir sur des actifs qui génèrent un retour régulier et stable sur le long terme. Donc l'objectif, c'était de présenter une classe d'actifs qui était avec moins de volatilité qu'une stratégie action et un meilleur rendement qu'une stratégie de taux, et aussi un élément de protection sur l'inflation. De manière générale, on peut dire que cette classe active a répondu aux attentes, et notamment en ayant traversé la crise financière et puis plus récemment la crise du Covid. Si on regarde notamment des benchmarks de type que produit l'EDEC, on peut voir que la classe d'actifs a généré un rendement régulier, mais aussi une appréciation en capital. Alors, quel type d'investissement, quel type de sous-jacent pour cette classe d'actifs? Et là encore, un petit retour dans le temps. À partir de 2005-2006, les investissements classiques dans une stratégie infrastructure, c'était vraiment les infrastructures les plus classiques, des ports, des réseaux d'eau, autoroutes, du renouvelable, l'énergie renouvelable, les aéroports.
tous les réseaux d'électricité ou de gaz qui sont typiquement régulés. Mais déjà, vous pouviez avoir des sujets un peu plus ésotériques. Je pense notamment à nos investissements à l'époque, qui étaient une société de stations-service sur les autoroutes en Allemagne. Avec l'évolution et notamment de l'environnement économique, notamment lié à la compression des taux, il y a une plus grande diversification des stratégies infrastructures et de types d'actifs sous-jacents. Aujourd'hui, on peut voir, et notamment, on a pu voir pendant la crise, certains actifs qui sont essentiellement de l'infrastructure ne sont pas forcément un investissement infrastructure complètement stable. Par exemple, une autoroute, si vous n'avez pas de trafic, vous ne pouvez rien faire. Et votre investissement est compliqué. Ce n'est pas le cas d'un aéroport où vous pouvez attirer le trafic et où généralement aussi vous aurez une forme de régulation économique. Qu'aujourd'hui, les thèmes se rajoutent un peu à cette classe d'actifs, tout ce qui est infrastructure digitale, c'est fortement développé, tout ce qui est matériel roulant, notamment dans le domaine ferroviaire, le traitement des déchets également. Donc ces métiers, encore une fois, les mêmes caractéristiques, beaucoup d'investissements, des actifs sur le temps long, des services essentiels à l'économie et aux communautés, donc qui donnent cette visibilité sur les cash flows. D'accord, donc temps long, investissement essentiel et investissement important à réaliser. Donc, quand on parle d'infrastructure, on parle évidemment coté et non coté. Pour vous, Thomas Chaussier chez Morgan Stanley, quels sont les arguments en faveur d'un investissement à long terme dans les infrastructures qui sont cotées ? Oui, alors, mais merci beaucoup pour ça. Je précise que chez Morgan Stanley, on fait à la fois des investissements en actifs cotés et des investissements en actifs non cotés d'infrastructures. Mais pour ce qui est de la partie cotée et de l'intérêt pour les investisseurs d'investir dans le secteur infrastructure cotée, il y a en fait 4 grandes raisons qui militent en faveur d'un tel investissement, hein. La première chose, c'est des performances ajoutées du risque qui sont historiquement attractives, hein, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est des critères de diversification, donc un apport de diversification au sein des portefeuilles, lorsque l'on insère cette classe d'actifs dans un portefeuille d'actions cotées notamment. C'est aussi une capacité à générer un rendement, hein, au sens revenu, supérieur à celui des marchés boursiers pris dans leur ensemble, et aussi un rendement supérieur aux principales classes d'actifs obligataires, de manière générale. Et le quatrième point, la quatrième raison, c'est cette protection potentielle contre l'inflation qui a déjà été mentionnée. Donc, pour ce qui est du couple historique, le rendement-risque, il faut rappeler que la plupart des entreprises du secteur opèrent dans un environnement inélastique en fait à la demande et avec des niveaux élevés de réglementation où les relations d'affaires sont très encadrées par des contrats. Donc intuitivement, on pourrait donc penser que ce secteur est peut-être moins performant que d'autres secteurs du marché actions pris dans leur ensemble parce que ces d'autres secteurs peuvent répondre plus directement à la loi du marché, je dirais, qui serait peut-être moins régulé que le secteur infrastructure. On pourrait penser aussi intuitivement donc qu'il y a un risque moindre pour ce secteur-là. En fait, ce qu'on constate en réalité, c'est que, c'est vrai, hein, le profil de risque est plus faible pour les actions du secteur infrastructure, c'est bien confirmé. Une bonne façon de vérifier cela, c'est par exemple de regarder les données historiques sur le marché du crédit, hein, où on peut regarder le taux de défaut des sociétés d'infrastructure qui sont vraiment inférieurs en fait à celui du marché des obligations d'entreprise pris dans son ensemble. Donc c'est bien une classe d'actifs qui est moins risquée, mais c'est aussi une classe d'actifs qui a finalement des performances très intéressantes. Puisqu'en fait, si vous regardez depuis la création de l'indice Brookfield Global Infrastructure, hein, qui est un des indices de référence sur les marchés actions du secteur, vous voyez que en fait, la performance de cet indice est supérieure au marché actions mondial pris dans son ensemble. Donc, en fait, vous avez une volatilité plus faible et une performance supérieure. Donc ça, c'est intéressant. Pour la diversification, on voit encore aujourd'hui qu'il y a assez peu de portefeuilles actions des investisseurs qui ont une allocation spécifique aux actions cotées infrastructure. Donc, nous, on pense chez Morgan Stanley que cela doit apporter des bénéfices de diversification dans les portefeuilles pour les raisons que je viens de décrire.
Il y a aussi l'élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rendement supérieur. Donc, ça a été dit par Harold, mais il y a une notion d'actifs de vie de long terme, en fait. Ce sont des actifs qui ont une vie de long terme en infrastructure. Et là, il y a cette capacité de générer des flux de trésorerie stables sur le long terme. Et ça, c'est vraiment ce qui attire les investisseurs en infrastructure. Et c'est ce qui offre des revenus attrayants, plus attrayants que d'autres secteurs. Le dernier point, c'est cette protection contre l'inflation. Il y a des structures de rémunération des actifs infrastructures qui sont très intéressants. Il y a cet aspect réglementation, contractualisation de la relation qui permet en fait aux entreprises cotées du secteur infrastructure de bénéficier d'un rendement réel du capital investi intéressant avec cette compensation explicite pour l'inflation dans les pays où les actifs sont domiciliés. Si on prend le marché boursier dans son ensemble, cette protection contre l'inflation est beaucoup moins explicite en fait. Très clair, merci Thomas pour cet éclairage et ce panorama global de l'intérêt qu'il peut y avoir à investir à long terme dans les infrastructures cotées. Alors, il y a le long terme, puis il y a le court terme, et puis le court terme, si on regarde sur une année, ça a été la crise du Covid. Gilles, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cette classe d'actifs de l'infra a été impactée ou pas, ou dans quelle mesure en tout cas à cette crise du Covid? Oui, tout à fait. C'est une classe d'actifs aux caractéristiques assez uniques. On a commencé à les décrire et qui a particulièrement bien résisté à cette crise. D'ailleurs, elle avait déjà très bien résisté aux crises précédentes, notamment à celle de 2008, et ça avait déjà amené les investisseurs à s'y intéresser davantage. Mais c'est vrai que cette crise, elle était un révélateur du rôle clé des infrastructures dans nos économies et puis plus largement dans nos sociétés. De sa résilience, mais également, je dirais, de son potentiel à jouer un rôle majeur dans une relance durable. Et c'est vrai que dans ce contexte, investir en infrastructure prend tout son sens. Alors pourquoi et comment est-ce qu'elle a résisté? Je pense que ça tient au caractère essentiel de ces actifs, très clairement, associés à des modèles économiques qui sont très solides, qui génèrent des revenus prévisibles et assez largement décorrélés du niveau d'activité économique. Ça, je pense que c'est un point vraiment important. Et donc, ces caractéristiques-là, ça en fait des actifs financiers qui sont résilients et qui ont des performances stables. Alors, pour revenir un petit peu sur ces points-là, sur l'essentialité, alors, on a vu que les infrastructures sont des secteurs assez divers, des télécoms, du transport, de l'énergie, mais ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des activités qui remplissent des missions de service public ou qui, en tout cas, de par leur essentialité, sont protégées et dont la continuité doit être assurée. Et clairement, pendant la crise du Covid, c'était évidemment la fameuse première ligne de défense à travers la mobilisation des hôpitaux, mais c'était aussi et surtout la deuxième ligne, ces secteurs qui ont continué à faire fonctionner le pays, c'est le transport de marchandises essentielles, sont les services de base comme l'approvisionnement en eau, en électricité ou la fourniture d'énergie plus largement. Et puis évidemment le secteur des télécoms qui a montré à quel point il était désormais essentiel. Donc ça, c'est un point très très important qui caractérise la classe d'actifs. Ensuite, concernant les modèles économiques stables, on a commencé à évoquer le sujet, sont des revenus récurrents de long terme. Pourquoi? Parce que très souvent, ces actifs sont soit en situation de monopole, soit ont des contrats long terme. Et donc, c'est vraiment ce qui en fait une classe d'actifs aux revenus longs et réguliers. C'est le cas, par exemple, dans les énergies renouvelables, lorsqu'on a des contrats d'achat d'électricité à long terme. C'est le cas dans les utilities du secteur de l'eau, de l'électricité, avec des revenus régulés. Et puis c'est le cas aussi dans les infrastructures sociales, comme les hôpitaux, les écoles, qui opèrent souvent dans le cadre de partenariats publics-privés, où on a des loyers qui sont payés par une contrepartie publique, qui sont en fonction de la disponibilité de l'actif et non pas évidemment en fonction de leur utilisation. Et donc, ces caractéristiques-là, finalement, c'est ce qui en font des actifs financiers stables et résilients. C'est illustré par notamment la solidité financière des sociétés du secteur. Les agences de notation publient régulièrement des études
sur l'évolution du rating du secteur et on voit qu'il y a une grande stabilité, beaucoup plus que dans je dirais le corporate classique. Et puis, c'est une grande stabilité des valorisations. Autant les marchés publics, on a vraiment vu une année 2020 qui jouait au yo-yo sur les marchés cotés actions. Autant en infrastructure non cotée, les valorisations ont été très stables, ont même d'ailleurs progressé légèrement pour un certain nombre de secteurs. Et donc, c'est un des grands attraits de la classe d'actifs, c'est d'avoir des valorisations stables dans ces moments de crise. D'accord. Harold, vous, chez DWS, vous partagez aussi cette vision de l'impact de la crise du Covid sur ce secteur-là et éventuellement des disparités selon les différents types d'infrastructures dont on parle? Oui, alors tout à fait d'accord avec Gilles sur le secteur en général, mais c'est vrai qu'il y a des disparités selon les segments. Notamment, le secteur le plus impacté a été le transport de personnes. Avec par exemple la route, avec une baisse de trafic très forte, mais aussi une reprise assez rapide, ou les aéroports, pour lesquels la reprise tarde et dépend un petit peu, enfin varie selon les régions, notamment par exemple aux États-Unis, ça a redécollé ou en Chine, ça a redémarré de façon plus active. C'est plus compliqué, un peu plus lent en Europe. Mais en contrepartie, bien souvent, ces aéroports bénéficient d'une régulation économique. Les secteurs peu ou pas impactés, c'est le transport de marchandises, qui est notamment par rail, qui a vraiment fonctionné à plein régime pendant cette période. Et puis tout ce qui est utilities, donc services publics essentiels, traitement de l'eau, traitement des déchets, fourniture d'énergie, même s'il y a eu moins de consommation énergétique, notamment en raison de la baisse d'activité industrielle. Et les secteurs qui ont clairement bénéficié, et c'est notamment l'infrastructure digitale, et puisque on a une accélération forcément de la transformation digitale de nos économies pendant cette période. Ouais. Et on l'a vu sur nos centres de données où on a eu finalement une activité bien supérieure à ce qu'on avait pu avoir dans le budget, des opportunités d'investissement. Donc c'est vraiment un phénomène d'accélération. Et de manière plus diffuse, tout ce qui a trait à la transition énergétique. Donc en 2020, en fait, a été une année très étrange. Il est presque déprimant de dire qu'on n'a jamais aussi bien travaillé depuis qu'on travaille à la maison, mais c'était une année extrêmement active, avec forcément un deuxième trimestre un petit peu plus calme, puisque le focus était plutôt sur les sociétés en portefeuille et aussi la relation avec les investisseurs qui voulaient comprendre ce qui se passait dans leur portefeuille. Mais on a réalisé de nombreux investissements dans le secteur de la transition énergétique, dans le domaine de la santé, avec parfois des situations un peu de dislocation de marché qui donnaient des opportunités, mais un marché qui s'est repris et un niveau d'activité très élevé. Donc ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que cette crise a accéléré des tendances qui étaient déjà là, et notamment la digitalisation de l'économie, et la décarbonation de l'économie et l'investissement dans la santé, qui étaient des thèmes sur lesquels on se concentrait pour nos investissements et qui ont vraiment été renforcés par cette crise. Alors c'est une bonne chose, dans le sens où ça confirme un thème d'investissement, ça augmente un peu les besoins d'investissement sur tel ou tel secteur, mais ça renforce aussi l'attraction du secteur pour tous les investisseurs, donc la compétition n'en ressort que renforcée. Donc ça ne rend pas forcément l'activité plus simple, puisque il faut essayer d'acheter au bon prix également. Mais c'est vraiment un très fort accélérateur sur ces tendances lourdes qui existaient déjà et qui, d'un point de vue infrastructure, génèrent beaucoup d'opportunités d'investissement. Très bien. Et donc, c'est le cas pour les infrastructures non cotées, mais aussi sur les infrastructures cotées. Vous, Thomas, est-ce que vous considérez, et pour quelles raisons faudrait-il investir dans les infrastructures cotées maintenant, et quels sont les facteurs qui font du contexte actuel un point d'entrée attrayant?
Oui, alors je pense que c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut rappeler tout d'abord, hein, c'est que sur l'année 2020 et même sur la première partie de 2021, finalement, le secteur des actions infrastructures cotées a sous-performé le marché dans son ensemble. Donc, je dirais que ça soit sur 2020-2021, il y a d'autres secteurs qui ont beaucoup mieux performé que le secteur des infras, hein, de manière générale. On peut penser à la tech d'une part, on peut penser au style de gestion value également, ou des valeurs cycliques plus exploitées à la reprise économique qui ont très bien performé. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a on va dire, un point d'entrée qui est potentiellement plus attrayant aujourd'hui, finalement, milieu 2021, que l'année dernière. Donc ça, c'est le premier constat qu'on voit chez Morgan Stanley, c'est qu'il y a potentiellement un point d'entrée intéressant pour les investisseurs aujourd'hui. Après, sur la dimension de l'impact du Covid, je pense qu'il faut bien distinguer dans le secteur infra ceux qui ont été vraiment touchés par le Covid-19, en fait, les types de secteurs, de sous-secteurs qui ont été touchés, ça a été dit à l'instant, mais je pense aux infrastructures de transport et d'énergie, où là, il y a un potentiel de hausse qui est important, en fait, hein, de hausse des cours du titre, au fur et à mesure, en fait, qu'on assiste à cette réouverture, on va dire, de l'économie, au rythme de la progression de la vaccination à grande échelle, des mesures de relance budgétaire, des initiatives de politique monétaire accommodantes qui sont encore en cours. Donc, il y a ces secteurs-là qui ont vraiment un potentiel d'appréciation. Et puis, il y a aussi les secteurs qui sont moins impactés, qui ont été moins impactés d'un point de vue fondamental par le Covid, où il y a aussi un potentiel de performance peut-être moindre, ne serait-ce que par un simple phénomène de retour à la moyenne, hein, déjà, avec des valorisations qui sont toujours attractives d'un point de vue historique. C'est toujours attractif quand on compare les moyennes historiques. Donc, je pense par exemple au secteur des utilities, où c'est le cas en particulier. Ensuite, après, il y a évidemment il y a eu un frein qui pourrait arriver, qui pourrait se manifester sur certains secteurs. Donc, il y a encore des opportunités significatives dans d'autres secteurs, hein, au-delà de la transition énergétique, des secteurs liés au télétravail. Je pense notamment au secteur des énergies renouvelables, où il y a des opportunités, et des infrastructures numériques ou digitales. Oui, ça, ce sont des opportunités aussi à venir. Je pense qu'il y a un point qui est aussi évidemment sur toutes les lèvres, hein, c'est le plan Biden, hein, ce fameux Oui. plan Build Back Better, hein, qui va représenter, et qui est toujours en cours de négociation, mais d'une manière générale, on parle de plusieurs milliers de milliards de dollars d'investissement. C'est un package très important évidemment pour le secteur de l'infrastructure, hein. Il va y avoir probablement un accent qui va être mis sur la revitalisation des infrastructures de transport, d'une part, sur la transition énergétique, d'autre part. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'attendait pas le plan Biden, hein, en fait, pour voir que le secteur de l'infrastructure pouvait rebondir, ou puisse rebondir. Mais en tout cas, ça va être un catalyseur supplémentaire pour appuyer ce potentiel de hausse supplémentaire pour les investisseurs. Très clair. Gilles, de votre côté, chez Generali Global Infrastructure, est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez plus particulièrement dans l'infra? Et puis, si tel est le cas, est-ce que vous pouvez, pardon, un petit peu nous parler de profondeur de ces segments? Oui, d'accord. Bah, je vais commencer peut-être par la profondeur du marché, parce que ça permettra de mettre les choses en perspective. Mhm. Et on parle d'ordre de grandeur. Et l'ordre de grandeur, il a été cité plusieurs fois, c'est le millier de milliards. Donc clairement, après, les chiffres peuvent varier. Mais on parle de 3 000 à 4 000 milliards d'investissements, de besoins d'investissement en infrastructure dans le monde dans les 15 prochaines années, par an, hein. Ce sont des montants annuels. Donc c'est colossal. Mais je crois qu'au-delà des besoins d'investissement, ce qui est intéressant évidemment sont les volumes d'investissement privés, et donc comment est-ce que ça se traduit en opportunités d'investissement pour nous investisseurs. Et là, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 600 milliards d'investissements qui sont réalisés dans le secteur des infrastructures, tout secteur confondu. Et je dirais, tous ces plans dont on parle et ces besoins qui sont identifiés, ils seront de moins en moins financés par le secteur public. Clairement, avec les dettes qui enflent, le secteur public a besoin des capitaux privés. D'ailleurs, ces plans de relance sont là pour leverager finalement et attirer les capitaux privés.
Donc, c'est évidemment un secteur qui va rester très, très profond, très, très large dans les années à venir et qui va mobiliser davantage de capitaux privés. Pour venir un peu plus proche de chez nous en Europe, qui est le marché sur lequel on investit principalement, on a la chance d'avoir un marché qui est déjà grand parce que c'est probablement le plus grand des marchés à l'échelle mondiale. Ça représente plus d'un tiers de ce marché. Et puis c'est un marché qui est très diversifié en termes de secteurs. Transport, énergie, traditionnellement, ont dominé, je dirais, le mix infrastructure depuis des années, mais on voit des secteurs émerger comme le télécom qui aujourd'hui représente à peu près 25% de ce marché. Donc on peut construire des portefeuilles diversifiés avec des constructions, des diversifications du risque-prix, donc c'est très intéressant à l'échelle européenne. Donc ça en fait, je dirais, un marché très profond, très solide pour investir des montants importants. Et ça nous permet, nous aussi, d'être très sélectifs sur le type d'investissement que l'on réalise. Alors ensuite, au sein de cet univers, quels sont les secteurs qu'on privilégie? Alors pour nous, les secteurs qu'on privilégie, finalement, ce sont les thématiques d'investissement qui reflètent notre volonté de mobiliser le potentiel de la classe d'actifs en faveur du développement durable et finalement d'avoir un impact positif avec nos investissements. Alors c'est évidemment la transition énergétique avec les énergies renouvelables, mais il n'y a pas que ça dans la thématique transition énergétique. Il y a aussi l'efficacité énergétique sur laquelle on se concentre beaucoup. Il y a la mobilité verte avec chez nous des investissements significatifs dans le ferroviaire. Et puis, la transformation numérique de l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement les infrastructures digitales? En tout cas, pour nous, sont essentiellement financer des réseaux de fibres, donc apporter le haut débit sur l'ensemble des territoires, et en particulier dans les territoires ruraux. Et donc, c'était par exemple la logique du plan très haut débit du gouvernement français. Et nous, on a investi massivement en soutien de ce plan. Et puis enfin, sont les infrastructures sociales dans le secteur de la santé et de l'éducation. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de la crise du Covid. C'est vrai que ça fait longtemps que nous, on est positionnés sur ces thématiques d'investissement bien avant la crise qui répondent à ces enjeux de société. Mais aujourd'hui, voilà, ces thématiques s'accélèrent avec les plans de relance que l'on connaît. Merci beaucoup, Gilles. Donc, on a vu un petit peu les segments qu'évoquait Gilles pour GGI. Vous, Thomas, on a parlé d'investissement en coté et en non-coté. Pour revenir sur le coté, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les titres cotés en bourse peuvent-ils être utilisés pour obtenir une exposition optimale à l'infrastructure? Alors, nous, pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, on pense que c'est une très bonne façon d'avoir une exposition à la classe d'actifs, c'est d'utiliser des fonds qui investissent dans des actions du secteur infrastructure. Ça offre une exposition plus immédiate, facile d'accès à ce secteur, et finalement, c'est un bon proxy pour l'infrastructure non cotée que décrivent mes confrères à l'instant. On retrouve dans l'infrastructure cotée finalement les avantages qu'on vous a décrits précédemment, le rendement risque, le rendement ajusté du risque attrayant, la diversification apportée dans un portefeuille d'investisseurs, cette dimension income régulier et cette couverture potentielle contre l'inflation. Donc on retrouve avec un fonds qui investit dans des actions cotées du secteur infrastructure ces quatre caractéristiques. Donc investir dans un fonds d'infra coté, finalement, c'est à faible coût. Et puis aussi, ce qu'on a constaté sur le long terme, c'est qu'en fait, l'évolution du cours des sociétés d'infrastructure est fortement corrélée à la valeur de leurs actifs sous-jacents.
Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner. Sur le long terme, ça se retrouve. Sur le court terme, on peut retrouver une corrélation plus forte avec les marchés actions pris dans son ensemble. Mais au niveau des valorisations, sur le long terme, on se rapproche de la valorisation des actifs sous-jacents. Donc ça, c'est important. Et nous, chez Morgan Stanley, c'est pour cette raison qu'on a choisi d'adopter vraiment une gestion qui repose sur l'analyse fondamentale des titres, hein, donc les caractéristiques intrinsèques des titres pour développer cette gestion. Et si on fait ça, finalement, en fonction du timing d'entrée, vous pouvez rentrer sur des niveaux de valorisation comparables ou même plus avantageux que celui d'un investissement direct dans un actif non coté. Donc, les deux derniers points que je veux rappeler aussi, on l'a dit, les actifs infrastructures sont des actifs avec une durée de vie très longue, Oui. finalement. Et donc, du coup, ce qu'on veut dans notre gestion chez Morgan Stanley, c'est introduire le moins de facteurs, je dirais, de risques qui sont propres au marché financier dans notre gestion, au marché boursier notamment. Donc, pour ça, dans notre gestion, on applique le moins possible de paris de gestion d'ordre macroéconomique ou d'ordre tactique dans nos gestions. C'est vraiment l'analyse fondamentale qui doit primer parce qu'on est dans une logique d'investissement sur le long terme, hein. Donc ça, je pense que c'est important. Donc nous, on met chez Morgan Stanley à disposition des conseillers financiers, notamment à France, un fonds qui est le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, qui offre une exposition choisie au niveau mondial à la classe d'investissement actif infrastructure cotée. Et on a l'avantage d'offrir pour ce fonds-là une liquidité quotidienne et des frais de gestion très attractifs. D'accord, merci Thomas pour cet éclaircissement. Alors, on en a parlé un petit peu en début et en filigrane au début de nos échanges. On a parlé de l'inflation. Gilles, pourriez-vous nous éclairer un petit peu sur les conséquences d'un éventuel retour de l'inflation dont on parle tous actuellement et l'impact que ça pourrait avoir sur la performance de cette classe d'actifs? Oui. Oui, bien sûr. Je serai bref sur le sujet parce que je pense qu'on l'a déjà évoqué par ailleurs. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est une des classes d'actifs qui offre une vraie protection contre l'inflation. Et je dirais même qu'il pourrait en bénéficier. Donc, c'est une classe d'actifs qui peut bénéficier d'un retour de l'inflation. C'est vrai qu'avec la création monétaire des dernières années et puis les plans de relance qui s'annoncent, on ne peut pas exclure un retour de l'inflation, à moyen terme en tout cas. Et comme vous le disiez, ce sont des investissements de long terme. Et donc, on peut positionner une partie de son portefeuille sur cette classe d'actifs pour se protéger contre l'inflation parce que les revenus sont très souvent naturellement indexés à l'inflation, que ce soit à travers les mécanismes de régulation quand il y a des revenus régulés ou que ce soit à travers des contrats long terme qui sont passés avec des contreparties privées au public et qui explicitement prévoient que les revenus soient inflatés chaque année. D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que en plus de donner ce surcroît de rendement, cette stabilité et puis je dirais un risk return qui est intéressant, il y a cette carte à jouer de protection contre l'inflation. Merci à vous. Et autre sujet qu'on a aussi abordé et qui a une vraie résonance avec l'infra, c'est tout ce qui va être ESG et ISR. Le dernier webinaire qu'on avait organisé avec Patrimoine 24, c'était justement sur l'investissement impact. Voilà, comment est-ce que vous prenez en compte ces facteurs ESG dans une stratégie infrastructure non cotée à Harold chez DWS? Comment vous voyez ça, vous? J'aime bien les retours en arrière. J'ai commencé à me dire un peu comment on regardait ces sujets ESG quand j'étais à la Lyonnaise des Eaux à la fin des années 90, début des années 2000. Et c'était vraiment avec un focus sur les aspects environnementaux et notamment sociaux, plutôt dans une étude de type faisabilité d'un projet. Quel est l'impact environnemental d'un projet et quel est son coût social? Est-ce que la communauté peut se payer ce projet? Quand j'ai rejoint DWS en 2007, les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, étaient approchés avec une approche gestion des risques. Oui. Gestion des risques en phase de décision d'investissement, mais aussi pendant la détention d'un actif. Mais également en termes de reporting aux investisseurs, puisque notre premier rapport ESG pour nos fonds infrastructure date de 2009. Donc c'était un peu le début. Ce qui a vraiment changé assez fondamentalement dans les dernières années, ce sont les demandes des investisseurs
mais aussi l'impact des choix ESG sur la stratégie. Sur les investisseurs, il y a une demande de reporting de plus importante depuis 5-10 ans, donc qui, nous, en tant que gérants et au niveau des sociétés en portefeuille, demande d'être plus exigeants en termes de suivi et d'amélioration, mais de plus en plus aussi dans les choix de stratégie d'investissement. Et par exemple, j'ai l'opportunité de travailler avec Gilles sur un financement sur un projet. Lui-même de ses investisseurs aura des objectifs de critères ESG et pourra financer tel ou tel projet selon des critères ESG. Vous trouvez de plus en plus ces choix délibérés également dans les stratégies non cotées en infrastructure, en equity. Donc ça, c'est une demande des investisseurs de plus en plus forte. On le voit donc pour les investisseurs institutionnels dans les fonds equity, mais aussi notamment sur la dette. Hein. Les prêteurs ont des critères maintenant qui deviennent de plus en plus exigeants. Mais ce qui est presque plus intéressant, c'est comment nous, en tant que gérants, on va regarder ces critères-là. Et en fait, on construit notre stratégie non pas en prenant les critères ESG comme une contrainte, mais une opportunité. Une opportunité parce que notamment la transition énergétique demande énormément d'investissements et notamment en infrastructure, donc ce sont des opportunités d'investissement pour nous, mais également en termes de création de valeur, sans être un militant de la cause écologiste ou du changement climatique, c'est une décision de gérant de bon sens, c'est-à-dire d'investir dans les secteurs qui vont soit bénéficier ou soutenir cette transition énergétique et qui nous amène à des choix très clairs en termes de construction de portefeuille, de choix d'investissement et de la façon dont on peut gérer nos investissements. Aujourd'hui, investir dans du stockage de pétrole, ça a beau être une infrastructure essentielle à l'économie, de la façon dont on fonctionne aujourd'hui. En tant que gérant, si j'investis là-dedans, je ne sais pas à qui je vais vendre ça dans 10 ans. Donc, c'est pas forcément un bon investissement de ce point de vue-là. Donc, il faut soit vous n'investissez pas, soit vous investissez pour transformer et pour faire rentrer dans la transition énergétique. Et ça, c'est un sujet, c'est vraiment une approche de ce ESG qui est assez passionnante en tant que gérant. Comment vous allez accompagner cette transition dans vos investissements. Donc l'infrastructure, un investissement d'avenir, effectivement. Écoutez, merci messieurs pour tous ces éclairages. On pourrait parler encore des heures et des heures de cette thématique, tant elle est variée et tant il faut la prendre en compte dans la construction de ses propres allocations. Donc je suis convaincu que ces différentes expertises vont permettre à nos auditeurs, les professionnels de la gestion de patrimoine, de prendre en compte cette classe d'actifs dans les allocations de leurs clients. Je vous invite d'ailleurs, vous qui nous écoutez, pour comprendre concrètement la manière avec laquelle ces différentes stratégies s'intègrent dans les gammes des maisons qui nous ont accompagnés sur cette thématique-là, de contacter leurs équipes de distribution. Donc, je rappelle les 3 maisons qui étaient autour de ce webinaire, donc DWS, Generali Global Infrastructure et Morgan Stanley. Merci à tous les 3, messieurs. Passez une bonne fin de journée. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À très bientôt sur Patrimoine 24 pour un prochain webinaire. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.